chers collègues, nous recevons maintenant Madame Gabrielle Dorameau, professeure de lettres et auteure d'un ouvrage au titre décapant sur votre expérience d'enseignante, Collège Inique ta-Mère. Titulaire d'une licence de philosophie et d'une maîtrise de lettres modernes, vous avez été admise au concours du CAPES de lettres modernes en 1998. Vous êtes depuis cette date professeur de français dans les collèges et lycées de région parisienne. Dans votre livre, vous racontez le quotidien d'une jeune enseignante en établissement difficile, dans l'Académie de Créteil tout d'abord, puis à Paris. Vous y regrettez notamment l'absence de soutien de la part de l'institution et le manque de formation des enseignants. La commission d'enquête a souhaité vous entendre afin que vous puissiez nous faire part de ces réalités que vous vivez sur le terrain. Bien sûr, nous allons aussi sur le terrain. Les événements de janvier 2015 s'inscrivent-ils, selon vous, dans une tendance de fond traduisant une perte de repères? Si c'est le cas, quelles sont les causes de cette dérive et quelles mesures pourraient être prises pour l'enrayer? Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier sur le site internet du Sénat. Avant de vous passer la parole, Madame, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, en septembre 2001, nous avons dû faire respecter dans nos classes 3 minutes de silence pour les victimes du World Trade Center. Mes élèves ont entonné alors des chants palestiniens. Jeunes professeurs, interdites devant leur réaction, je les ai laissés chanter. Personne à l'époque n'a parlé de ces incidents, et pourtant ils furent aussi nombreux. Nous, personnels de l'Éducation nationale, avions pressenti que rien ne serait plus pareil. Déjà agitée par les soubresauts du conflit israélo-palestinien, l'école subirait les répliques des violents conflits à venir. Aujourd'hui, on nous parle de réaffirmer les grands principes de la République à nos élèves, la laïcité en particulier. Mais c'est un combat que nous menons déjà, tous les jours. Nous sommes en première ligne pour expliquer et réexpliquer inlassablement la place de l'école et celle de la religion, la séparation du temporel et du spirituel, l'étanchéité nécessaire entre la sphère publique et la sphère privée. La loi de 1905, qui nous semble si naturelle, ne l'est pas pour bon nombre de nos élèves, dont certains viennent de pays où la religion est partout présente, car religion d'État. Nous devons en premier lieu expliquer que si nous respectons en tant que citoyens les lois de la République, c'est parce que nous les avons choisies et votées, parce qu'elles nous protègent et non parce qu'elles nous contraignent ou que nous craignons de quelconques représailles. Respecter la loi parce que nous l'avons validée et non parce que nous la subissons. Pour faire comprendre aux élèves d'aujourd'hui l'esprit de la loi de 1905, nous avons à rappeler les grands massacres dus aux guerres de religion qui opposèrent dans l'histoire protestants et catholiques en France. Le plus jamais ça, garanti par une invention unique dans l'histoire de l'humanité, la laïcité, qui au contraire d'interdire toute religion, comme le pensent beaucoup de nos élèves, permet à chacun d'être respecté dans ses croyances, dans sa foi comme dans son athéisme, quelle que soit son origine ou sa couleur de peau. La laïcité crée un espace protégé et commun, propice notamment à la sérénité nécessaire, à l'étude et à l'instruction. C'est peu de dire qu'elle nous est plus que jamais indispensable à l'école en 2015. Les professeurs de l'école publique enseignent depuis longtemps le fait religieux. Les programmes de français et d'histoire suivent la même progression. En 6e l'Antiquité, en 5e le Moyen-Âge, en 4e les 17, 18e et 19e siècles, et en 3e les 20e et 21e siècles. Lorsqu'en 6e le programme nous demande d'étudier la Bible, nous adaptons évidemment cet enseignement à notre public scolaire et proposons une lecture comparée avec le Coran, privilégiant les points de rencontre des grandes traditions monothéistes, comme par exemple la figure emblématique du patriarche Abraham Ibrahim, ou l'étude comparée du Jardin d'Éden dans la tradition hébraïque ou coranique. De même, en 5e, la chanson de Roland ou les épopées des croisades sont l'occasion de mettre en lumière les échanges entre la civilisation occidentale et le monde arabo-musulman.
mettre l'accent sur les rencontres fructueuses pour la médecine, l'architecture, les sciences, les arts et les lettres, plutôt que sur les confrontations guerrières. Poser la religion comme objet d'étude, s'instruire, discuter, débattre, en apprenant à mettre de côté son histoire personnelle, ses croyances, ses traditions, qui, tout aussi fortes et respectables qu'elles soient, n'ont pas leur place dans l'enceinte protégée de l'école laïque. Il nous faut lutter sans cesse contre les tentatives de confiscation du discours sur la religion et nous montrer particulièrement fermes sur le principe que la religion est un objet d'étude au même titre que la biologie ou la peinture. Dans une époque très empreinte de spiritualité, où nos élèves parlent volontiers de religion parce qu'elle fait partie de leur pratique quotidienne et familiale, il est primordial de rappeler que l'école a le droit de parler de la religion, de la comparer, de la critiquer, tout en garantissant à chacun le respect absolu de ses convictions personnelles. L'autre écueil auquel est confrontée l'école d'aujourd'hui est la pensée complotiste, qui rend suspecte toute parole présentée comme officielle. On nous ment, tout est faux, tout est falsifié. Il faut se méfier des journalistes, des politiques, des professeurs. L'instruction dispensée à l'école vue comme propagande, prisme pervers, qui rend suspecte et donc contestable la parole du professeur. C'est au nom de ce grand complot imaginaire que fut contestée la véracité des attentats de 2015. Une sordide mise en scène orchestrée par les services secrets français pour salir l'islam, soi-disant. Tout peut alors être remis en question. Les sujets épineux comme le génocide arménien, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la décolonisation, le calvaire d'Ilan Halimi, la culpabilité de Mera, comme les bases mêmes de notre pensée occidentale, la théorie de l'évolution ou la révolution copernicienne. Ce qui rend nos élèves perméables à ces divagations toxiques est avant tout l'appauvrissement dramatique de leur vocabulaire et donc de leur faculté à exprimer et à penser le monde. Imaginez que pour beaucoup de nos élèves, des mots d'usage courant comme pâle ou pénombre ne sont pas compréhensibles, même dans les bons établissements. Une grande partie des élèves ne comprend que superficiellement les textes lus ou étudiés. Ils donnent le change, car ils comprennent globalement, mais ils n'ont pas accès à une compréhension fine d'une réalité de plus en plus complexe. Ils sont les proies faciles pour n'importe quel manipulateur qui saura leur montrer une vision du monde simpliste, qui leur permettra donc plus lisible et plus crédible. L'école est le dernier creuset où se rencontrent les citoyens de demain, le seul endroit où s'écrit le roman national. Or, nous avons de moins en moins de temps et de moyens pour les aider à écrire ensemble une histoire faite de paix et d'enrichissement réciproque. Jamais l'inégalité entre nos élèves n'a été si criante, entre de bons élèves, toujours plus stimulés et cultivés, et des élèves laissés au bord du chemin, sans bagage, sans espoir, cibles toutes désignées des bonimenteurs de tout poil. Nous sommes particulièrement inquiets du projet de réforme qui s'annonce, qui prévoit entre autres l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la 5e. Comment imaginer que ce dispositif ne creuse pas encore plus les différences déjà insupportables entre des élèves culturellement favorisés qui absorberont sans peine ce surcroît de travail et nos élèves moins privilégiés pour qui cette deuxième langue vivante en sera en réalité une troisième, parlant dans leur maison leur langue maternelle et ayant déjà à apprendre le français ainsi qu'une autre langue à l'entrée en 6e. L'autre victime collatérale de ce projet sera l'enseignement du latin et du grec, que plus aucun élève ne choisira désormais, et qui offre pourtant l'occasion unique de jeter des ponts entre le nord et le sud, de part et d'autre de la Méditerranée, notre berceau de civilisation, ce vaste empire dont nos ancêtres étaient tous citoyens et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Cette réforme va à l'encontre des besoins urgents constatés sur le terrain. Nos élèves ont besoin de se sentir inscrits dans une histoire commune et de plus d'heures consacrées aux savoirs fondamentaux, savoir lire, savoir écrire, savoir compter pour comprendre le monde complexe qui est le nôtre et pour en devenir des citoyens armés pour les grands défis qui s'annoncent ensemble. Merci beaucoup, Madame, pour ce propos liminaire qui est très clair. Donc, le rapporteur va vous poser quelques questions. Merci pour le tableau aussi réaliste, en tout cas que vous vivez vous, qu'on n'entend pas toujours de la part d'autres acteurs de ce qu'on appelle la communauté éducative, à savoir les recteurs, les inspecteurs et parfois quelques ministres qui sont peut-être un peu plus éloignés, en tout cas du champ et de la pratique que vous-même. Donc vraiment merci pour votre témoignage. J'aurais plusieurs questions. La première question, lorsque vous parlez de collège unique, est-ce que, bon, on a bien compris que c'est un jeu de mots aussi, mais est-ce que c'est aussi peut-être une remise en question du collège unique? Parce qu'on n'en a pas parlé, on en a parlé quelques fois. Il y a
il y a parfois des interprétations différentes et puis surtout des prises de vue différentes dans la mesure où pour certains, il faut garder un collège unique, pour d'autres, et c'est vrai que lorsqu'on parle du redoublement, on veut éviter le redoublement, on veut éviter les notes, mais dans d'autres pays, le redoublement n'existe peut-être pas, mais il y a aussi des voies d'orientation qui sont préalables et qui permettent justement de l'éviter. Plusieurs questions. La deuxième question, c'est vous décrivez bien sûr dans votre livre la vie d'une enseignante au sein d'un établissement difficile. Comment ça se manifeste? Vous avez répondu en partie, mais si vous voulez peut-être compléter, comment ça se manifeste véritablement, cette perte de repères républicains de vos élèves? Vous parlez également, vous dénoncez l'absence de soutien hiérarchique, voire la culpabilisation des enseignants face à certains comportements des élèves. Est-ce que vous avez constaté une évolution depuis le début de votre carrière vis-à-vis de cela, ou un manque de soutien de la part de la hiérarchie? Bon, les mesures annoncées par le président de la République et la ministre de l'Éducation, vous les avez esquissées en tout cas, donc je ne leur poserai pas la question. Mais peut-être enfin une dernière question pour laisser aussi la parole à mes collègues. Quelles seraient les mesures qui pourraient être prises pour lutter contre cette perte de repères, de valeurs, mais contre tout cela? Bien. Alors, en ce qui concerne le collège unique, je ne suis pas partisane de remettre en question cette organisation scolaire qui me semble effectivement profitable à tous, d'être ensemble au moins jusqu'au lycée, et justement d'être confronté à d'autres milieux, d'autres élèves que soi-même. Cependant, vous l'avez souligné, nous avons aussi de graves manquements à l'organisation de l'enseignement professionnel, qui est encore vu comme une voie de garage, alors qu'il se trouve que nous avons des établissements professionnels de haute qualité qui promettent un avenir beaucoup plus brillant à nos élèves que ceux qui choisissent d'aller à l'université et dont la plupart sortent sans aucun diplôme. Je crois que les choses commencent à avancer, mais vraiment à petits pas. Et il faut vraiment travailler dans ce sens, donner envie aux élèves d'acquérir un métier, un savoir-faire, une liberté, une place dans la société qu'ils ne trouveront pas sinon. Alors un collège unique, oui, mais il faut quand même garder à l'esprit que nous avons 32 élèves par classe et qu'à ce stade, il est très difficile pour nous enseignants d'avoir un suivi personnalisé comme on nous demande de plus en plus. C'est vraiment des situations d'enseignement qui sont difficiles et qui n'avantagent pas, évidemment, c'est toujours les mauvais élèves qui en font le prix, car les bons n'ont finalement assez peu besoin du professeur. En ce qui concerne la perte de repères, je crois que les deux piliers fondamentaux que nous essayons de transmettre à l'école, puisqu'on parle de valeurs républicaines, oui, mais lesquelles? La laïcité, dont j'ai bien parlé, je crois, et qui me tient beaucoup à cœur, ainsi qu'à tous mes collègues. Et il y a un autre aspect qui est là beaucoup plus difficile à transmettre, c'est la méritocratie, dont jusqu'à ma génération, nous avons tous profité. Entrer à l'école et avoir l'espoir d'en sortir grandi, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Cet ascenseur social est en panne, on le lit partout et on le répète, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, l'école n'est pas l'endroit où vous allez faire carrière et les élèves le savent parfaitement. Sans entrer dans des détails sordides, il faut bien s'imaginer que dans certains quartiers de notre République, le seul choix qu'on laisse à nos élèves, c'est soit une radicalisation religieuse pour espérer acquérir un statut, soit le trafic de drogue. Et ça, tant qu'on ne l'a pas imaginé et vécu, on ne peut pas nous dire à nous, professeurs, que notre travail est mal fait. Voilà. Car il faut quand même s'imaginer que ces gens doivent gagner leur vie un jour ou l'autre et que quand on est abandonné de tous, eh ben, parfois on n'a pas le choix de choisir quelque chose, une voie plus noble. Et cette méritocratie est mise en panne aussi à l'école, puisque les élèves voient très bien que, quels que soient leurs résultats, de toute façon, ils passeront en classe supérieure. Certains élèves posent tellement de problèmes qu'il n'est pas question de les garder une année de plus au collège. Personne n'a envie de les garder et eux-mêmes n'ont pas envie de rester.
Nous avons dans toutes nos classes, même dans les établissements dits de centre-ville, des élèves fantômes qui assistent à 8 heures de cours par jour dont ils ne comprennent pas un traître mot. Les 2 premières années, ils sont gentils et calmes, et les 2 dernières années, ils sont très agités et plus du tout calmes. Mais il faut se mettre à leur place aussi. Et qu'est-ce qu'on offre à ces élèves comme perspective? Mais pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Il y a 150 000 élèves qui sortent à 16 ans sans aucune qualification. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart d'entre eux sortent moins savants du collège qu'ils n'y sont entrés. Car ces années d'abêtissement, d'abrutissement, évidemment, font des dommages terribles chez ces jeunes. Alors, à propos du soutien hiérarchique, cela varie vraiment des établissements. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'en faire beaucoup, car je n'ai pas de poste fixe. Je suis cette année sur 3 établissements, par exemple, ce qui me permet évidemment de comparer les directions les unes avec les autres. La chose dont nous manquons le plus, puisque nous parlions de ces classes à plus de 30 élèves, ce sont des surveillants. Parce que des classes de 30 élèves, vous pouvez imposer votre loi à l'intérieur de votre classe. Avec de l'expérience et de l'autorité, vous y arrivez. En revanche, il est complètement illusoire de s'imaginer que cette autorité va s'étendre dans les couloirs ou dans la cour de récréation ou dans les toilettes, où il n'y a pratiquement aucun adulte pour surveiller ces jeunes. Et il se passe des choses, même dans des établissements qui ont l'air, comme ça, a priori tranquilles, terribles, qu'on soupçonne, qu'on connaît, mais nous n'avons aucun moyen d'y mettre de l'ordre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Des choses, du trafic de drogue, des filles qui se prostituent dans les toilettes, des bagarres incessantes, des gestes qui ont l'air anodins pour les élèves mais qui mettent une ambiance terrible. Par exemple, le jeu qui consiste à se mettre une grande claque quand on passe dans un couloir et qu'on voit des élèves rangés. Voilà, des gestes de violence quotidienne, physique et verbale, puisque les élèves ne s'adressent pas la parole, ils s'aboient les uns sur les autres. Et si on peut faire respecter une certaine politesse dans ces classes, les couloirs sont de véritables zones de non-droit dans certains établissements. Pour les mesures qu'on pourrait prendre pour transmettre les valeurs républicaines, je n'ai malheureusement pas de remède à proposer. Je ne peux faire que le constat que nous avons besoin d'aide. Il y a du feu à tous les étages, de la maternelle à l'université. Tout le monde le constate. Mais maintenant, nous attendons des résultats concrets, non pas tant en termes de moyens, comme on entend souvent, mais en termes de direction. Nous voudrions une direction qui soit claire, qui ne soit pas changeante, car nous, professeurs, nous nous inscrivons dans la durée et dans le temps pour transmettre ce que nous avons à donner à nos élèves. Nous voudrions que l'école cesse d'être le laboratoire fou d'expériences pédagogiques qui viennent tous les 3-4 ans bouleverser tout ce que nous avons mis en place, qui nous coûte beaucoup de temps en termes de réunions, de papier à écrire, qui remontent ou qui ne remontent pas, nous n'en savons rien. Et en attendant, nos élèves ont besoin de nous. Nous sommes plus utiles dans nos classes face à nos élèves que dans une salle de réunion à discuter pour savoir s'il va falloir parler de notes, de couleurs, de compétences et je ne sais quoi d'autre, de tout ce jargon qui nous arrive et dont on ne sait que faire et qui ne répond absolument pas à nos besoins et à ceux de nos élèves. Merci beaucoup. Monsieur Legendre, première question. Monsieur Carle, après, oui, Monsieur Legendre. Oui, Madame la Présidente, j'ai bien entendu ce que Madame a dit à propos de l'apprentissage de la deuxième langue. Bon, ayant enseigné le français jadis, j'attache évidemment beaucoup d'importance à ce que notre langue soit prioritairement bien comprise et bien maîtrisée. Mais est-ce que dans certains collèges dont les enfants ne sont pas de langue maternelle française, il ne serait pas utile de s'interroger sur la possibilité d'apprendre ou d'enseigner dans leur langue d'origine? Ce type d'expérience a été fait, par exemple, en Suède, et il a parfois donné des résultats. Il ne s'agit pas de ne pas apprendre la langue nationale, la langue du pays dans lequel on se trouve. Il faut au contraire l'apprendre, mais si nous avons des élèves qui, chez eux, parlent parfois mal la langue d'origine de leurs parents, et qui ne maîtrisent pas la langue française, on peut se demander
comment ils peuvent communiquer dans de bonnes conditions avec l'extérieur. Et donc, est-ce qu'il faut nécessairement retarder pour eux l'apprentissage non pas de n'importe quelle seconde langue, mais de la langue de leur pays d'origine? Je pense en particulier à ce grand problème et très délicat de l'apprentissage de l'arabe en France. Je voulais vous poser cette question. Je ne sais pas s'il y a eu des expériences où l'arabe a pu être enseigné comme langue première après le français dans des établissements. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Monsieur Carle. Oui, merci Madame la Présidente. Madame, merci de nous avoir rappelé la réalité qui est la vôtre et qui est celle de bon nombre de vos collègues à qui nous devons respect et gratitude devant la tâche ou la mission qui est la vôtre. Vous avez dit qu'il fallait plus d'heures consacrées aux fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il y a uniquement le problème, j'allais dire, de temps consacré, qui est indispensable, c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de pédagogie, d'enseignement, car sorti de la pédagogie de la doxa de la rue de Grenelle, il n'y a pas de salut. Or, chacun sait l'importance de l'effet maître, qui a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites, notamment par M. Zorman, qui montrent combien, en fonction de la pédagogie qui est dispensée, les résultats peuvent s'améliorer. Merci, si vous voulez bien répondre. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage de la langue d'origine comme langue vivante première, oui, des expériences ont été menées, tout à fait. Alors, premier écueil, évidemment, c'est le recrutement des professeurs d'arabe, qui a toujours posé problème, vous le savez. Le deuxième écueil que je vois, c'est le risque de repli communautaire, avec, au contraire de ce qu'on cherche, une concorde et une unité, au contraire des cours qui seraient en option et qui, du coup, partageraient les élèves. Et le troisième écueil auquel nous sommes confrontés, et c'est effectivement un sujet de préoccupation pour beaucoup de professeurs, c'est que bon nombre de nos élèves de confession musulmane, dont l'arabe n'est pas la langue d'origine, prennent le soir ce qu'ils appellent des cours d'arabe. Alors, la plupart d'entre eux, ce sont de véritables cours d'arabe. Nous les voyons réciter leurs leçons aux pauses. Mais certains vont dans des écoles qui sont en fait des écoles coraniques. Et nous avons un gros problème avec ces élèves qui vous expliquent qu'ils ne peuvent pas faire leur travail, demandé à l'école, parce qu'ils ont trop de travail dans ces écoles où finalement on se rend compte que l'enseignement dispensé est au mieux une longue litanie de récitation, au pire des conseils pour, qui iraient jusqu'à comment semer la zizanie à l'école. Alors là, nous avons un gros problème, ce qu'on appelle les cours du soir, subventionnés souvent par l'État français et par des associations qui mériteraient qu'on aille jeter un coup d'œil sur ce qu'elles proposent à nos élèves et dans quelle mesure elles ne font pas contrepoids au discours que nous tenons à nos élèves. L'autre chose concernant, je ne suis pas professeur de langue, alors il me sera difficile d'aller plus loin sur ce propos. À propos des heures consacrées aux fondamentaux et de la remise en question de la pédagogie. Je crois que la pédagogie, aujourd'hui, c'est le grand avantage du métier de professeur, c'est que nous sommes assez libres dans nos classes d'exercer la pédagogie que nous avons choisie, avec notre inspecteur et évidemment en concorde avec nos autres collègues de langue et pour moi de lettres. Je crois que le nombre... le choix pédagogique n'est pas si important que le nombre d'heures que nous avons à y consacrer. Alors, il y a quelques années, s'est mis en place ce qu'on appelle les IDD, ce sont des parcours croisés entre plusieurs disciplines, qui reviennent aussi à la mode. Et nous avons, nous, professeurs de lettres, donné nos heures d'enseignement de français consacrées à ces projets. 3 ans plus tard, ce grand projet est abandonné, mais nous, professeurs de français, n'avons pas retrouvé notre horaire de français. Et donc, il y a beaucoup d'heures qui ont ainsi disparu de notre grille horaire. Et ça, c'est un vrai problème. Là, on parle de nous enlever nos heures de soutien qui sont pourtant essentielles et auxquelles nous consacrons vraiment tellement d'énergie. Nous sommes vraiment très inquiets sur les répartitions et notamment en français et en mathématiques. Merci, Madame Trudler. Merci, Madame la Présidente.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignant qui se trouve devant sa classe et qui peut, même moyennant 30 élèves, et je peux le concevoir, obtenir un respect de l'autorité, de l'attention, mais que cela n'est plus le cas sorti de la classe, de la salle de classe. Vous demandiez, enfin vous proposiez qu'il y ait plus d'encadrants, des surveillants, etc. Est-ce que vous pensez, c'est une question, est-ce que vous pensez qu'en augmentant la présence des enseignants dans les établissements, on peut infléchir ce mouvement de violence, ce mouvement que vous avez décrit avec moult explications et d'exemples? Est-ce que l'enseignant peut jouer un rôle dans cette dérive en dehors de la salle de classe? Oui, tout à fait. Alors, ne nous imaginons pas que le professeur arrive au lycée 5 minutes avant son heure de cours et repart dès que la dernière... nous passons beaucoup de temps dans les établissements et je pense beaucoup plus de temps que nos aînés. Évidemment, le rôle du professeur ne s'arrête pas à la porte de sa classe. Et nous sommes évidemment tout à fait conscients et attentifs à ce qui se passe dans les couloirs. Mais reprendre un élève qui n'est pas un de vos élèves, qui ne fait pas partie de votre classe, vous expose à beaucoup d'insolence, voire de violence, parce que l'élève ne comprend pas pourquoi, en dehors de sa classe ou de la vôtre, vous faites, comme ils disent, la police. De quoi vous mêlez-vous, madame? Pourquoi me reprenez-vous? J'ai le droit de crier, j'ai le droit de taper, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, vous n'avez rien à me dire. Donc on est confronté quand même tous les jours, et même dans de très bons établissements scolaires, et évidemment que nous intervenons. Nous ne fermons pas les yeux devant les situations de bagarre ou quand on voit un élève isolé, ça n'est pas du tout le propos. Cependant, il est bien évident que moi, je n'ai reçu aucune formation de gestion d'adolescents. Il y a des compétences qu'ont les surveillants que je n'ai pas, puisqu'elles ne font pas partie de mes attributions. Bon, je me permets de rebondir parce que c'est vrai que les surveillants, il y a surveillants et surveillants. Il y a des surveillants, hélas, qui n'ont aucune compétence non plus parce que ce sont des personnes qui sont là parce qu'elles ont aussi besoin de travailler. Et donc, par contre, il y a des personnes qui ont des vraies compétences puisque des CPE ont fait redescendre un certain nombre de surveillants, j'allais dire, à l'ancienne. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que vous êtes professeur. Et nous discutions en aparté tout à l'heure, je disais enseignante et maman. Donc vous voyez aussi avec votre œil d'enseignante l'école maternelle, l'école, donc tout le cursus scolaire. Et donc par rapport à ce dont nous traitons, qui sont les valeurs républicaines, le malaise des enseignants et bien sûr la finalité étant l'école et tout ce que l'on peut où l'on doit enseigner. Moi, je voulais vous poser la question un petit peu justement par rapport éducation et enseignement, hein, puisqu'on a aussi toujours, est-ce qu'on est là pour éduquer, est-ce qu'on est là pour enseigner, par rapport bien sûr à l'enseignement de la morale, la charte de la laïcité. Je voulais avoir aussi un petit peu votre avis avec cette double casquette. Eh bien, effectivement, quand j'ai commencé à enseigner, je n'étais pas maman, je n'avais pas d'enfant et j'étais sans doute beaucoup plus exigeante avec mes élèves que je ne le suis aujourd'hui, ayant 3 enfants, un garçon au collège et une petite à la maternelle et une autre au primaire. Mais je crois que je suis devenue finalement plus exigeante avec mes élèves sur le motif de l'éducation, c'est-à-dire les manières, la politesse, c'est-à-dire ne pas penser que le professeur est un meuble et qu'on peut rentrer dans la classe bruyamment sans le saluer, alors que je le fais et beaucoup de mes collègues aussi, nous sommes à la porte de notre classe et nous nous efforçons de saluer nos élèves par leur prénom. Et donc nous exigeons en retour qu'ils nous disent « bonjour madame ». Tout comme lorsque la sonnerie retentit, il n'est pas question de ranger ses affaires et de sortir avant que le professeur ait même plus le temps de finir sa phrase. Ou, comme ça se fait dans certains établissements, mettre son manteau, sa capuche, son sac bruyamment et faire un décompte des 10 secondes qu'il reste jusqu'à la sonnerie bruyamment. Donc tout ça, ça s'apprend et c'est à peu près 1 mois de mise en place dans une classe pour dire voilà mes exigences. Et en retour, le professeur, et je crois que nous sommes nombreux à le faire, est lui-même toujours ponctuel,
ayant fait son travail, rendant les copies dans un temps imparti qui soit raisonnable, s'adressant poliment à ses élèves. Et je crois que les élèves ont beaucoup de respect quand ils voient qu'en face d'eux, l'enseignant est un adulte sûr sur lequel on peut s'appuyer et qui est professionnellement irréprochable, ce qui, encore une fois, est vraiment le cas chez nos collègues. Donc là, je crois qu'on peut instaurer un respect de l'adulte qui passe par notre profession et qui n'a pas besoin de corps et de trompettes. Et petit à petit, ça se met en place et ça se met bien. Mais je crois que beaucoup de collègues vous voient à nouveau les élèves et la plupart de mes collègues ne commencent pas leurs cours tant que les élèves ne sont pas tous debout devant leur place, calmes, silencieux, attendant que le professeur donne la permission de s'asseoir. Merci. Donc, du coup, le rapporteur Jacques Grosperrin voulait poser une autre question et mon collègue Quesnel aussi. Excuse-moi, j'ai pas fait attention. Juste par rapport à ça, vous parlez de corps et de trompette, je vais pas faire référence à la chanson de Roland, mais certaines personnes qui ont été auditionnées ici nous ont dit que la solution passerait par l'instruction, par la découverte des grandes œuvres, par l'amélioration de la culture. Quels sont pas simplement les sentiments, mais les difficultés et comment vos collègues peuvent justement gérer, tant vous au niveau de l'enseignement du français, les grandes œuvres, que l'enseignement de l'histoire, vous parliez sur d'autres revues, en tout cas d'autres papiers que vous avez fait sur le problème de la Shoah et du ricanement des élèves, et puis de considérations brutales. Est-ce qu'à un moment donné, les enseignants n'ont pas tendance à éviter de parler de sujets qui pourraient crisper et puis arriver à ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de déculturation de nos élèves? Monsieur Quesnel. Oui, par respect pour mes collègues, je vais éviter de radoter, parce qu'ils entendront tout le temps la même chose. Simplement, je vous pose deux questions. La première, si les élèves venaient dans vos cours en collège et s'ils maîtrisaient la langue française, est-ce que vous auriez un métier différent et sous quelle forme? Deuxième question, pour faciliter le travail de notre rapporteur, Jacques Grosperrin, est-ce que vous auriez deux suggestions à faire à l'issue de notre rapport, et lesquelles? Là aussi, ce sont des questions très vastes. Merci. Un sujet, c'est évidemment une tentation que pourraient avoir notamment les professeurs de lettres et d'histoire. Nous sommes les plus exposés, et de SVT. Et de sport, avec des récriminations. Bon, alors, ce sont toujours les mêmes. Pourquoi on n'adopterait pas le calendrier de l'Égir? Pourquoi les garçons et les filles sont ensemble en sport? Pourquoi on fait des cours sur la reproduction et en sciences naturelles? Pourquoi on parle toujours des juifs? Pourquoi bon, enfin, c'est toujours la même chose, quels que soient les établissements que je traversais, c'était toujours les mêmes questions. Alors, la stratégie de l'évitement, elle est vraiment, je crois, pour des professeurs et il y en a, qui sont en grande détresse, et qui se disent, bon, je ne vais pas m'exposer plus et je vais ne pas traiter cette partie du programme pour me consacrer à d'autres choses. Et on les comprend. J'ai été moi-même dans des situations où, effectivement, c'était tellement difficile et on est tellement seul, finalement. Alors là, pour le coup, quand on est face à 30 élèves qui sont contre vous, on se sent vraiment très isolé. Mais je crois, et je suis persuadée, que, au contraire, affronter ces grands sujets et donner humainement son avis, en tant que professeur, mais aussi en tant qu'être humain, et de dire que la souffrance, malheureusement, est partagée par tout le monde à travers les siècles, que nul peuple n'a été épargné, ni par la guerre, ni par la réduction en esclavage, et qu'on ne peut pas comparer les souffrances par rapport aux autres et attribuer des médailles à ceux qui auraient plus souffert que d'autres. Je crois que enseigner l'universalité du mal, ça apporte beaucoup aussi d'apaisement aux élèves en disant qu'aujourd'hui, ceux-ci sont pointés du doigt, hier c'était d'autres, et l'histoire est un vaste recommencement, et essayons d'apprendre de ces périodes historiques difficiles comment on peut mieux vivre aujourd'hui, et non pas
se cantonner à ce récital de souffrance qui est horrible à travers l'histoire, évidemment, et essayer de trouver des solutions et de proposer une espérance, proposer un moyen d'en sortir et de vivre ensemble tout de même. Et je crois que notre pays, la France, a toujours accueilli la diversité, a toujours eu des grands hommes et des grandes femmes qui venaient d'autres pays, des gens qui avaient souffert et qui pourtant sont devenus des citoyens. Et c'est cela qu'il faut mettre en lumière et ne pas perdre l'espoir. À propos de que serait mon métier si mes élèves maîtrisaient parfaitement le français. Lorsque j'étais moi-même collégienne, nous arrivions en classe de collège avec des bases quand même très solides, en grammaire, en orthographe. Et bien souvent, nos professeurs n'avaient pas besoin d'y revenir. Aujourd'hui, nous avons des élèves en face de nous qui ignorent à peu près tout de la grammaire et à peu près tout de l'orthographe. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas enseigner la grammaire et l'orthographe, ça fait partie de mon métier. Mais j'aime aussi la littérature et c'est vrai que je me régale à étudier les grands textes et que j'aime parler avec mes élèves. Ça n'est pas parce que mes élèves n'ont rien appris à l'école primaire. Je travaille en collaboration avec beaucoup d'instituteurs et je vois avec mes enfants aussi que tout ce que je fais au collège a déjà été fait et parfois de manière beaucoup plus approfondie que ce que moi j'ai le temps de faire. Et donc, la question c'est où passe ce savoir? Comment se fait-il qu'on ne puisse pas empiler, c'est ce qu'on explique aux élèves, qu'on est comme dans un jeu de construction, il faudrait qu'on puisse s'appuyer sur une base solide pour mettre nos petites briques année après année. Voilà. Or, on voit qu'il y a une espèce d'émiettement des connaissances, une espèce de disparition de ces acquis, et je me suis bien en peine de vous dire pourquoi, mais nous devons inlassablement remettre sur le métier notre ouvrage et recommencer chaque année des leçons qui sont barbantes, autant pour le professeur que l'élève, le COD, le COI, par exemple, alors que nous savons parfaitement que tout le monde l'a déjà appris avant. Alors, mon métier ne serait pas un métier idéal, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aimerais consacrer plus de temps à la littérature, à l'étude des grands textes, qu'à expliquer invariablement l'accord du participe passé à des élèves de 3e qui n'y comprennent rien. Il y a quand même un petit problème. À propos de suggestions que je pourrais faire, alors là, vraiment, c'est une question qui est très difficile. C'est une question qui est très difficile. Vous avez compris que les difficultés sont énormes et vastes. Et bon, je parle en mon petit nom je suis une simple professeure certifiée de français. Je n'ai pas toutes les compétences de certains de mes collègues beaucoup plus à même que moi de répondre. Mais nous voudrions, en premier lieu, nous voudrions plus de considération. Et pas de la part de nos élèves qui en ont beaucoup pour nous. Nos élèves nous respectent, nos élèves nous aiment à la fin de l'année. Il y a des liens très forts qu'ils se tissent. Quand on rencontre un ancien élève dans la rue, dans le métro, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on reçoit comme humainement, comme gratitude et comme contact chaleureux. Et en revanche, nous avons l'impression que nous sommes vraiment très maltraités par notre hiérarchie, mal considérés. On nous parle mal, on s'adresse à nous de manière comme si nous étions des... je ne sais pas, de vulgaires personnes qu'on peut nommer ci et là, comme on veut. Imaginez-vous que moi, je suis sur 3 établissements cette année. Voilà, donc je passe ma vie dans les transports, le matin dans un établissement, l'après-midi dans l'autre. Je n'ai aucun espoir d'avoir l'année prochaine un poste fixe. Je suis enseignante depuis 15 ans. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on nous traite d'une façon qui est vraiment, je pense, très décourageante pour certains de nos collègues. Ce n'est pas tellement, vraiment, encore une fois, nos élèves qui nous découragent dans cette profession, mais c'est le chemin qu'on nous propose, qui est d'abord obscur et auquel on ne comprend pas grand-chose, et le peu de considération que nous avons pour notre profession. Merci beaucoup. Nous avons encore le temps d'une question. Madame Duchesne, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Et Monsieur Carl, il en redemande, mais vous avez le temps, donc je vous autoriserai aussi. Ma question va être brève. Vous avez à plusieurs reprises parlé de 30 élèves devant vous. Pensez-vous que si vous n'en aviez que, entre guillemets, que 20, est-ce que vous pensez que ça pourrait résoudre le problème? J'en parle parce que sur le plan financier, bien sûr, ça doit se discuter.
Et comme nous savions, comme 60 000 enseignants avaient été choisis, je me demande si la possibilité de mettre moins d'élèves dans certains établissements faciliterait le travail pour vous. Et mille merci pour votre témoignage si vrai. Voilà. Merci, madame. Monsieur Carlin. Oui, merci Madame la Présidente. Vous nous avez dit que 150 000 jeunes sortaient du collège moins savants qu'ils n'y étaient entrés. Et ce sont d'ailleurs les 150 000 qui quittent le système scolaire sans diplôme et sans qualification, qui coûtent 36 milliards d'euros supplémentaires à la collectivité. Et sur cette cohorte de 150 000, moi, il y a un chiffre qui m'avait frappé, qui me frappe, c'est que pour 1 sur 2, ils avaient soit redoublé, soit a eu d'énormes difficultés en CP, CE1 ou CE2. Ce qui montre bien la nécessité de maîtriser les fondamentaux très tôt. Et est-ce que ce n'est pas là où il faudrait que nous consacrons tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que les acquis, les fondamentaux soient acquis très tôt? Parce qu'ensuite, vous disiez, ils sont acquis, mais après, ils se diluent. Oui, parce qu'après, la rue vient concurrencer l'école et c'est toujours la rue qui l'emporte. Tout à fait. Sur la première question, en ce qui concerne le nombre d'élèves par classe, j'ai déjà enseigné dans des classes où il y avait 18 élèves et c'était vraiment très difficile parce que là, à 18 élèves, vous n'avez pas d'esprit de classe et en fait, c'est une atmosphère qui est très étrange et qui est peu propice en fait à l'enseignement. Alors, en principe, en ZEP, les classes sont limitées à 24. Donc j'ai travaillé longtemps en ZEP et c'est vrai que quand on avait la chance d'avoir ce dispositif, parce que c'est de moins en moins le cas, 24, 25. À Modigliani, cette année, j'ai 26 élèves dans ma classe et c'est très agréable. Voilà, je pense que c'est un maximum et c'est pour des élèves de collège. Après, en lycée, j'ai enseigné en lycée avec 38, 39 élèves par classe, mais c'est tout à fait différent puisque le public est beaucoup plus calme. 32 élèves en collège, c'est beaucoup trop. Cette année, au lycée Victor Duruy, en collège, ils avaient 39 élèves à la rentrée par classe. Ça n'est pas possible. Là, on se heurte à des difficultés qui ne sont pas maîtrisables. Donc, il y a un juste milieu. Je crois qu'effectivement, le 24, 25, 26 élèves, c'est parfait. Mais moins, 20 élèves, par exemple, je pense que ce n'est pas assez pour faire une classe. En ce qui concerne l'âge des apprentissages, je partage absolument votre point de vue. Je crois qu'effectivement, il y a un âge pour être professeur et maman qui est tout dévoué, tout dédié à l'apprentissage. Et cet âge-là, on le sait très bien, c'est 5, 6, 7 ans. C'est exactement les classes de CP et de CE1. Et le travail qui n'est pas accompli dans ces années-là est perdu pour toujours. Parce que moi, je reçois des élèves en 6e, 5e qui n'ont pas les fondamentaux et je peux passer des heures avec eux. Ça n'imprimera pas de la même façon sur leur cerveau que ça aurait dû le faire quand ils étaient petits. Après, les causes sont multiples. Il y a des cassures chez les enfants dues à des déménagements, des séparations, des guerres pour certains. Nous avons reçu dans nos classes, à l'occasion de ce grave conflit qu'il y avait en Côte d'Ivoire, de la guerre civile, beaucoup d'élèves qui sont arrivés fracassés par ce qu'ils avaient vu et qu'on nous a mis dans les classes sans sas de décompression en s'imaginant que l'école française est tellement magique que nous allions faire des miracles. Je ne sais pas m'adresser à un enfant soldat et ça m'est difficile de lui expliquer pourquoi on ne peut pas taper sur son camarade parce qu'il vous a juste effleuré avec son coude. Donc effectivement, là, quand c'est cassé, on voit bien que c'est trop tard. Au collège, c'est déjà trop tard, alors au lycée, n'en parlons pas. Et je suis tout à fait d'accord avec votre proposition de mettre beaucoup de moyens sur ces petites classes, soulager nos collègues de l'école primaire qui ont des classes extrêmement chargées eux aussi et peu de temps à consacrer à chacun de ces enfants. Ou alors c'est du temps en plus entre midi et 2 à la pause méridienne pour des enfants qui ont besoin de sortir, de s'aérer, de déjeuner. Donc effectivement, je crois qu'il y a un grand travail à accomplir avec nos collègues instituteurs qui font, et vous le savez, on le sait tous, un travail exceptionnel. Merci beaucoup. C'est bon, tout le monde a eu ses réponses. Donc je vous remercie parce que je crois que petit à petit, au fur et à mesure de cette commission d'enquête, on voit un certain nombre de choses et des choses qui reviennent régulièrement. Moins d'élèves en petite classe ou 2 enseignants, voilà. Mais je crois qu'on est d'accord sur les bases
Et donc, d'un côté, les fondamentaux, de l'autre, les règles de vie, la politesse, et tout ça pour arriver à des valeurs républicaines et de citoyenneté. Merci beaucoup.